toutes et à tous. Bienvenue sur RMI Info. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre émission spéciale décryptage sur les enjeux de l'élection présidentielle en Mauritanie. Nous sommes à 6 jours de l'élection présidentielle. 6 candidats sont en liste pour accéder à la magistrature suprême. Mohamed El Razouani, Sid Mohamed Boubacar, Kan Amidou Baba, Biram Da Abeid, Mohamed Oul Mouloud. Aujourd'hui, nous sommes avec nos chroniqueurs. Seydou Wan, bonjour Seydou. Bonsoir Dadier, bonsoir tout le monde. Nada Ahmedian, bonsoir Nada. Bonsoir. Mamoudou Baïdigay, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons décortiquer les différents programmes. Nous allons commencer par le programme de Monsieur Razouani. Nada, c'est à vous. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt parler des politiques économiques de Razouani, qu'est-ce qu'il propose, et je reviendrai plus tard sur ces politiques en termes de droits de l'homme. Donc, le Razouani, son programme s'articule autour de 3 mesures phares pour moi. D'abord, il voulait mettre en place une économie d'emploi créatrice de valeur ajoutée. Deuxièmement, renforcer les infrastructures. Ensuite, une politique pour la ville, notamment pour Nouakchott. En ce qui concerne la création d'emplois, Razouani, je m'ai quand même rappeler que d'après son programme, on a l'impression que c'est vraiment un pur libéral néoclassique. Je m'explique. En fait, il voudra libérer le marché, donc c'est vraiment laisser faire le marché et diminuer l'intervention de l'État en matière économique. Pour lui, donc ça va permettre de créer plus d'emplois et donner plus de liberté aux entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment la première mesure à mettre en place. Donc il y aura moins de mesures intervenantes si vous voulez. Donc pour résumer, pour la première partie, c'est vraiment il faut laisser faire le marché et donc mettre en place une politique libérale, diminuer les barrières douanières, les quantités maximales, etc. Deuxièmement, en ce qui concerne les infrastructures, et c'est vrai, là il a raison, en termes de politique d'infrastructure, donc il faudra d'après ces mots, renforcer ces infrastructures parce que c'est ce qu'on appelle en économie le capital institutionnel. Donc c'est pour mettre un ensemble de règles à disposition aux entrepreneurs pour qu'ils puissent produire dans de bonnes conditions. Ensuite, concernant la politique de la ville, c'est vraiment, il faudra mettre en place un projet d'assainissement pour la ville de Nouakchott. Mais j'ai envie quand même de relever quelques critiques aux limites de son programme socio-économique. Là, le Razouani ne nous dit rien sur sa politique climatique. Alors, c'est vraiment le défi du siècle aujourd'hui. Il n'y a aucune politique climatique de l'environnement dans son programme. Il a parlé de la dette, il voudra diminuer la dette. Oui, la Mauritanie aujourd'hui est très endettée. Il voudra aussi limiter l'inflation à autour de 4% pour favoriser le pouvoir d'achat des ménages démunis notamment. Mais l'environnement, donc ça vraiment, il n'y a aucune politique environnementale dans son programme. C'est un pur libéral néoclassique. Voilà, c'est tout. C'est à vous. Alors moi je suis un peu étonné quand Nada dit que c'est un pur libéral néoclassique. Je vais m'expliquer notamment sur sa politique en ce qui concerne l'école. Mahmoudou, vous m'en donnerez votre point de vue. Mais si on lit le programme de Razouani, c'est un programme déjà qui est établi sur 52 pages. C'est le programme le plus long parmi les 6 candidats que nous avons reçus et nous avons explorés ici. Razouani mise sur un État fort. Donc moi je l'attendais un peu sur les questions dites nationales que les partis d'opposition mettent plutôt en avance, à savoir les questions d'unité nationale. Il n'en dit pas grand-chose. Je suis un peu surpris d'ailleurs. Il n'en dit pas grand-chose, mais il dit quand même vouloir mettre en place une concertation avec l'opposition pour dialoguer avec elle. Le gouvernement qui vient d'achever son mandat le disait souvent, le faisait très peu dans la réalité. Et là, on est permis quand même de mettre quelques doutes parce que déjà, la CENI, n'ont pas pu trouver l'accord, donc la CENI qui va diriger ces élections qui sont en train de se passer. Mais grosso modo, Razouani dit vouloir réconcilier la Mauritanie avec elle-même. Et si l'on se réfère à son programme, pour lui, en tout cas, réconcilier la Mauritanie avec elle-même, c'est lutter surtout contre la pauvreté. Il parle rapidement des séquelles de l'esclavage. Il parle, de la cohésion nationale qu'il voudrait remettre en place. Sauf que, est-ce que, lutter contre la pauvreté peut suffire à réconcilier la Mauritanie avec elle-même? On est en droit de se poser la question.
il dit quand même vouloir mettre à la fin en place une agence de cohésion nationale qui sera dotée de 20 milliards de guillas pour pouvoir du coup mettre en place cette politique de cohésion nationale, mais il ne dit pas un mot sur les langues. Je vais finir là-dessus. En parcourant tout son programme, à votre avis, combien de fois le mot langue a été cité? 0 fois. Mettez CTRL F dans son PDF, vous ne trouverez pas. À la fin, il nous dit aussi d'ici 2020 vouloir mettre fin aux écoles privées 2021, donc pour commencer en tout cas que cette politique s'éteigne. Donc il n'y aura que l'école publique et également essayer de généraliser, ça il le dit, au niveau des périscolaires pour que tout le monde puisse s'inscrire. En gros, voilà les quelques points que j'ai retenus en tout cas de son programme. Un programme ambitieux, mais avec pas mal de limites et, si l'on peut dire, quelques contradictions pour une politique qui se veut libérale. Oui, moi je pense que concernant le programme de Razouani, c'est une continuité d'un État qui doit défendre son bilan. Parce qu'aujourd'hui, il est en mesure d'être quelqu'un qui va défendre le bilan parce qu'il a participé au processus de l'avènement de Mohamed Ould Abdelaziz jusqu'à devenir son dauphin. Donc, moi, je pense qu'il a des appréhensions par rapport à l'économie, il a des appréhensions par rapport à la politique. Mais les questions sur lesquelles on devait l'attendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de la Mauritanie, c'est un problème de cohabitation. Est-ce qu'aujourd'hui, Razouani a mis en avant vraiment par rapport au règlement du passif humanitaire? Parce que son précédent avait dit qu'il allait régler ce problème en ce qui lui concerne que le dossier des déportés du passif humanitaire c'est clos, alors que les organismes de droits humains dénoncent que l'État vraiment n'a pas mis les mesures pour essayer de régler définitivement ce problème. Parce que quand tu compares Razouani à Mawloud, à Kanhamidou Baba, par rapport à leur programme sur l'unité nationale, je pense que Mawloud, je vais anticiper, à donner quand même un gage en disant créer une réconciliation nationale se basant sur les concertations qui sont eues en 2007 avec Sidi Cheikh Abdallah. Donc aujourd'hui, c'est des mesures phares qu'ils doivent mettre en avant pour ne pas parler du macro, parler de l'économie pour essayer d'embrouiller les gens. Comment on va reconnaître que l'économie mauritanienne avance? C'est par rapport à la panière de la ménagère. Donc aujourd'hui, quand tu parles à un cultivateur qui est au fin fond de la Mauritanie, tu lui parles de croissance. Lui, il ne va pas comprendre, ça ne se ressent pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire par rapport à son programme, il y a quand même des choses qu'il a dit, il faut être courageux pour le dire. Taclant Aziz, si on entend Razouani parler dans son programme, on dit qu'Aziz n'a rien fait. Quand Razouani dit aujourd'hui, pour la nationalité, ils voient marque les Sahraouis et leur nationalité, alors que les Mauritaniens n'ont pas la chance de l'avoir. Ils voient marque aujourd'hui, on prend les moyens de l'État pour faire campagne. Donc tout ça, même si les gens disent c'est politique, mais quand même, il faut avoir le courage pour le dire à Aziz, qui est aujourd'hui le seul maître en Mauritanie. Je précise juste une dernière mesure par rapport aux logements sociaux. Il compte quand même, Razouani, il compte construire 10 000 logements sociaux pour les ménages démunis. Donc c'est vraiment une bonne mesure pour les quartiers précaires. C'est crédible ça? Ouais. Il y a Ould Mawloud qui a mis ça aussi dans son programme. C'est le logement social. D'accord. Alors nous allons passer au programme de Ould Boubacar. Là, c'est à vous. Alors, Ould Boubacar, là, c'est vraiment... Parce que la semaine dernière, j'en ai parlé un peu et je disais que le 2 avait presque la même ligne économique et politique. Mais là, en lisant le programme, parce que malheureusement, les programmes sont sortis récemment, donc là, Ould Boubacar se distingue vraiment d'El Razouani. Pourquoi? Parce qu'il envisage mettre en place une politique, ce qu'on appelle interventionniste keynésienne. Donc je vais vous dire pourquoi. Il voudrait d'abord ce qu'on appelle dans le secteur agricole, il voudrait renforcer ce secteur-là pour favoriser la production locale et donc c'est toute la corrélation entre investissement et création d'emplois. Donc il voudra vraiment valoriser la production locale, encourager les transformations, donc notamment dans les infrastructures pour les quartiers, le Kabba, ce qu'on appelle les Gazat, etc. Donc ça, c'est par rapport à sa politique socio-économique et surtout pour l'environnement. Et là, il se distingue vraiment de Razouani, l'environnement. Il y a 3 axes dans sa politique climatique. D'abord, il voudrait mettre un système de tri des déchets.
Donc c'est une mesure très phare en termes de politique climatique aujourd'hui. Ensuite, une protection de Nouakchott, de la ville de Nouakchott contre l'augmentation du niveau de mer. Et dernier axe concernant un système d'assainissement. Razouani l'a déjà proposé, mais quand même, là, on a l'impression que ce candidat a une conscience quand même de ce fléau du siècle qui est le changement climatique. Même si vous allez me dire, oui, mais les pays sous-développés n'ont pas rejeté assez de gaz à effet de serre. Oui, mais on n'a qu'une seule planète et l'environnement est un bien commun pour toute l'humanité. Donc, il faudra que chacun contribue à sa préservation à son échelle. Ça, c'est pour Ould Boubacar. Ce que je peux lui reprocher aussi, mais là, en fait, oui, il a une politique keynésienne, ce qu'on appelle, il faut que l'État joue un rôle très important en économie. Oui, mais il ne nous dit rien sur la politique budgétaire. Pour la dette, est-ce que l'État va s'endetter ou est-ce qu'il va taxer davantage les entreprises et les ménages? On n'en sait rien. Après, là, il faudra regarder, sachant que la dette mauritanienne aujourd'hui est très élevée. Est-ce qu'il va chercher l'argent en luttant contre la corruption? On ne sait pas. Donc là, il faudra qu'il précise un peu sa politique. Seydou, voulez-vous rebondir là-dessus? Alors, concernant le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar, il présente sa candidature comme étant une candidature dépouillée de toute idéologie. Pour quelqu'un qui est accompagné par les frères musulmans, moi je dis bravo. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut. Et en plus, rien qu'en regardant son programme, comment dire, la couleur verte est très dominante. Et on sait en Mauritanie quel parti revendique cette couleur. Donc c'est Tawassoul. Donc quand il nous dit sa candidature est dépouillée de toute idéologie, on a envie de rigoler, mais voilà, juste un peu à gauche. Mais quand même, ça reste un programme très ambitieux sur la réconciliation nationale. Il nomme les choses, l'esclavage, les événements de 1989, il le dit. Mais il dit quand même que sa priorité reste la jeunesse. D'ailleurs, il dit vouloir poncer 6 milliards de guillas par an pour financer l'emploi des jeunes. Donc, il va les prendre sur les industries extractives. Donc, je pense que c'est très ambitieux et ça va parler forcément à beaucoup de jeunes, à eux de voir voilà, si ce deal est intéressant pour eux. Il dit également pour favoriser comment dire, le brassage entre les différents Mauritaniens, encourager tout ce qui est festival de ville, festival des jeunes, mettre des quartiers, mettre des stades dans chaque wilaya. Est-ce que c'est faisable? Comment est-ce qu'il le finance? Il ne le dit pas exactement. Bon, contrairement au programme d'emploi des jeunes, là, il dit clairement où est-ce qu'il va aller chercher l'argent. Mais pour les stades, il ne dit pas exactement. Également, la réforme de l'éducation nationale, il redit encore dépouillé de toute idéologie. Mais bon, quand on vient d'où l'on vient, c'est important qu'ils nous disent pourquoi il insiste qu'il veut être dépouillé de toute idéologie. D'autant, mais voilà, tout le monde sait voilà, qu'il est accompagné par Tawassoul et on connaît à peu près l'idéologie de Tawassoul. Mais il revient sur les langues en disant clairement qu'il veut mettre une école en place qui va rendre obligatoire deux langues, le français et l'arabe, ou bien l'arabe et l'anglais. Je pense que c'est très courageux quand on voit l'exemple du Rwanda. Après, voilà, il faut dire aussi qu'il y a des Mauritaniens qui peut-être tiennent à la langue française pour X ou Y raison. Mais en tout cas, c'est son choix. Il a le courage de le mettre sur le tapis, de dire voilà, avec moi, ce sera les langues nationales valorisées. Mais voilà, les langues de travail, ce sera l'arabe et l'anglais ou l'arabe et le français. Donc voilà. Mais je pense qu'il gagnerait mieux aussi à trancher clairement qu'est-ce qu'il veut pour nous. Est-ce que ce sera le français ou est-ce que ce sera l'anglais? Voilà, pour qu'on sache au moins à quelle sauce on va être mangé. J'ai débordé un peu sur l'économie. Il dit vouloir inclure dans les finances publiques la zakat. Je pense que c'est important. Kaname Dubaba également l'évoque dans son programme. Je pense que voilà, c'est très ambitieux. En tout cas, ça donne un certain ordre dans les choses parce que d'autant plus que lui, il dit que depuis 2007, la Mauritanie est en désordre. Donc, pour quelqu'un qui veut mettre de l'ordre, je pense que c'est un peu cohérent quand même. Et pour finir, il dit voilà, vouloir mettre en place un fonds de cohésion nationale qui sera financé à hauteur de 150 milliards de guillas. Il ne dit pas encore également là où est-ce qu'il va les trouver, mais voilà. Mais en tout cas, il dit vouloir réconcilier les Mauritaniens. Exactement. C'est toute la problématique des programmes, voilà, d'une politique keynésienne interventionniste. Il faudra, à bout d'un moment, chercher des recettes pour l'État.
Est-ce que l'État va s'endetter ou est-ce que l'État va taxer davantage les agents économiques? En tout cas, il ne nous dit pas où est-ce qu'il va trouver l'argent, mais chose très très importante, il le dit, en tout cas je vais finir par là, qu'il veut mettre en place une loi qui va obliger les gens qui vont, par exemple, qui vont se présenter à l'élection présidentielle, de déclarer leur patrimoine. Mais moi j'ai envie de lui dire, déclarez le vôtre tout de suite. À ce jour, je rappelle, c'est celle Mohamed Mouloud qui l'a fait, donc autant qu'il déclare son argent tout de suite et qu'il nous dise surtout est-ce que Bouamatou lui a donné quelque chose ou pas. Nous, Mauritaniens, on veut savoir. Donc, avant de faire la loi, qu'il la fasse tout de suite. D'accord. Mahmoud. Bon, moi je pense pour Ould Boubacar, déjà, il a une tâche. C'est-à-dire que par rapport à son cheminement avec Maouya Ould Sid Ahmed Taya, aujourd'hui, il faut éclaircir vraiment ses responsabilités se sont situées à quel niveau déjà présent pour essayer de dire, de mettre en ambition par rapport à son programme. Je suis d'accord par rapport au climat, c'est normal parce que c'est un cadre international qui a occupé vraiment des fonctions au niveau international. Comme vous savez, la question climatique aujourd'hui, c'est une question mondiale qu'on doit débattre, qu'on doit essayer d'initier et aussi de protéger, aussi mettre les financements qu'il faut pour que vraiment qu'on ne soit pas des gens qui vont subir vraiment le développement durable des changements climatiques. Mais je veux seulement attirer l'attention des gens par rapport à cette connotation entre Tawassul et Ould Boubacar. Ça, c'est visible. C'est visible, on n'a pas besoin de le dire. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise que ce parti, c'est un parti islamiste. Donc, on a vu des pays aujourd'hui qui ont réussi à émerger par rapport à l'islam. Mais ce qui est contradictoire, c'est-à-dire tout ce que vous appliquez ou bien tout ce que vous critiquez à d'autres pays qui ne sont pas des pays islamiques, vous ne le faites pas dans votre pays. C'est-à-dire c'est la contradiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit qu'on se base sur la charia, on se base sur les préceptes de l'histoire, il faut que ça soit visible dans le quotidien des Mauritaniens. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit en Mauritanie, ce n'est pas pour dénigrer, est-ce que c'est l'islam, là où il y a la corruption, là où il y a des assassinats, là où il y a vraiment des choses qu'on ne voit pas dans d'autres pays qui ne sont même pas musulmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce pacte qu'on doit faire, c'est un pacte de socialisation qui permet à tous les Mauritaniens de se voir dans un projet de société. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport, lui, Ould Boubacar, sur les questions des langues, nous, on a un problème. Le problème, il est là. Le problème, c'est visible. Ce problème-là, c'est-à-dire que nous, on veut l'officialisation des langues nationales en Mauritanie. C'est-à-dire que ces langues nationales, on doit faire tout pour que ces langues, on les met dans l'éducation, que les enfants de la Mauritanie puissent grandir avec leur langue nationale. Aujourd'hui, vous nous parlez d'anglais. Mais toute la communauté négro-mauritanienne, excusez-moi du terme, qui ont eu l'héritage, le français, ils ne vont pas être visibles dans l'anglais. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit dans leur programme, c'est juste des programmes pour essayer vraiment de jouer sur les fibres raciales. Et ça, c'est dangereux pour la Mauritanie. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu portes l'espoir des gens, tu es revenu. On peut changer par rapport à sa vision, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, Ould Boubacar, c'est un fonctionnaire. Est-ce qu'il a servi la Mauritanie? On ne sait pas. Est-ce qu'il a une entreprise? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, on dit que c'est quelqu'un qui a des millions. Est-ce que ces millions-là, la jeunesse mauritanienne en profite? Comme Seydou a dit quand vous parlez de patrimoine, c'est Ould Maouloud seulement qui a eu le courage de le faire. Pourquoi les autres ne le font pas pour essayer d'attirer la confiance des gens par rapport à ce qu'ils font? Donc aussi, lui poser la question, ces financements, il les trouve où? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de Tawassul aussi, on a toujours dit où Tawassul trouve ses financements? C'est un problème qui est là, qu'il doit éclaircir. La question est posée. D'accord. On va passer au programme de Biramda Abeid. Nada, c'est à vous. Alors, Biramda Abeid, alors, on lisait son programme, il n'était pas très clair, en tout cas, les grands axes en ce qui concerne l'économie, la justice sociale, la démocratie, sauf pour les droits de l'homme, j'y reviendrai tout à l'heure, comme je l'ai dit en début d'émission. Biramda Abeid, j'ai retenu quelques points concernant ces politiques économiques. Donc d'abord, comme les deux précédents candidats, toujours développer les infrastructures, comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment parmi les conditions économiques permettant donc de créer plus d'emplois et donc de croissance
croissance et pour pouvoir développer les pays à long terme. Donc une politique conjoncturelle, il faudra surtout. Deuxièmement, Birame Dahbed se focalise plutôt sur une politique du secteur agricole, donc le secteur primaire, l'élevage, l'agriculture de manière générale, etc. Pour lui, donc c'est toujours la corrélation positive entre l'investissement et la croissance économique. Ensuite, le revenu généré d'après ses propos, il va pouvoir donc investir dans l'éducation, la santé, etc. Donc c'est comme on dit, la croissance s'auto-entretient et donc ça va contribuer au développement économique du pays. Dernier point très important, et là c'est vraiment le point pour moi le plus important, et là Birame Dahbed se distingue vraiment des autres, c'est d'instaurer en Mauritanie un droit du travail. Donc, c'est vraiment pour protéger les salariés contre les risques sociaux, comme vous savez, la vieillesse, assurance chômage, accident de travail, etc. Donc, il va instaurer ça en Mauritanie. Et là, c'est vraiment le point le plus important et se distingue des autres en matière économique. Alors, encore, si je peux avancer une critique, ou plutôt une limite de son programme socio-économique, c'est vrai, toujours par rapport à l'environnement. Il n'y a aucune proposition en matière de politique climatique. Alors, Nouakchott, comme New York, comme Paris, comme beaucoup de villes dans le monde, sont menacées par le changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. Peut-être pour lui, ce n'est pas une priorité. Et je le comprends, parce qu'aujourd'hui, quand même, les Mauritaniens, le plus important aujourd'hui, c'est le chômage. On va du pouvoir d'achat pour vivre, tout simplement. Alors, j'ai parcouru le programme de Birame Dahbed qui fait 19 pages. Je m'intéresse à ce genre de choses, aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est un document austère, hein, donc pas très accessible au premier abord, il faut le lire, mais ça ne donne pas envie. Donc, aux personnes qui ont mis en page, en tout cas qui ont fait ce document, moi je leur dis qu'ils auraient pu mettre un peu plus d'efforts pour servir beaucoup plus le candidat, sincèrement, qui vaut beaucoup plus que ce document. Voilà, je le dis comme je le pense. Donc, c'est un programme qui est très basé, selon moi, sur la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Il est cité à plusieurs reprises et ça se comprend parce que c'est quand même un candidat qui a beaucoup milité, lutté, qui en a payé aussi de sa propre liberté, donc pour la liberté. Donc, on comprend bien que voilà, c'est un candidat qui va mettre en avant la liberté, qui propose aux Mauritaniens des lois et puis un programme basé sur la liberté, basé sur la justice transitionnelle en ce qui concerne les événements de 1989. Pas beaucoup de choses, à mon grand étonnement, sur l'esclavage. Sincèrement, moi, c'est là que je l'attendais le plus. Mais voilà, mais c'est un peu furtif sur ce point. Il aborde, mais voilà, pas de manière très, très, très détaillée, contrairement, par exemple, à la liberté pour les médias, où voilà, c'est très développé, les choses sont dites de façon très claire, veiller à l'équilibre de la visibilité de toutes les sensibilités mauritaniennes, je pense que c'est important, mais voilà, ils le disent. Il dit également vouloir remettre la Mauritanie tout de suite à la CEDEAO dès qu'il accède au pouvoir, en tout cas c'est ce qu'il veut, et également en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, mettre en place une banque agricole. Je pense que c'est important parce que je pense que aussi c'est lié aussi à l'histoire voilà, des personnes qui portent en tout cas cette candidature, à savoir Birame Dahbed. Il a été sensible parce qu'il a été même dans le fin fond de la Mauritanie pour essayer de sensibiliser les différentes personnes par rapport à la lutte contre l'esclavage et tout ce qui va avec. Il parle aussi de la réintroduction des langues nationales dans le programme scolaire très rapidement. Donc voilà, ils ne veulent pas tergiverser dessus. Je vais finir par un point qui m'a beaucoup frappé cette semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup de médias, ou bien un média en particulier, a publié des articles concernant les différents points des programmes des différents candidats, sans citer Birame Dahbed. Et finalement, les partisans de Birame Dahbed sont partis sur chaque publication remettre son programme. Et je pense qu'ils ont raison, parce que Birame Dahbed aussi a un programme. Et donc, je pense qu'il est important voilà, que quand on publie des choses sur les candidats, autant traiter tous les candidats à part égale. Et donc, du coup, par exemple, il était dit, par exemple, que sur la santé, Birame Dahbed ne proposait rien, ou en tout cas ne proposait rien encore, son programme n'était pas encore disponible, sauf que son programme, il est disponible. Et il est dit clairement dans son programme que la santé, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Donc, ils veulent instaurer une façon pour les Mauritaniens puissent se soigner comme un droit rapidement. Je vais finir sur ce point. Mahmoud. Oui, moi, je pense que par rapport à
au programme de Biran, connaissant la personne, moi je le dis sans langue de bois et j'estime tout ce que je dis par rapport à son ambition, ses objectifs pour la Mauritanie. On peut critiquer parce que c'est une vision, c'est un programme, c'est des ambitions. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la Mauritanie, aujourd'hui, il incarne une des personnalités qui a un leadership fort au niveau de la jeunesse. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le programme de Biran par rapport aux droits humains, c'est normal, aujourd'hui, tout se base par rapport à ça. C'est parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas la liberté de se jouir de ses droits, tu deviens quoi? Tu deviens une personne qui n'a même pas de devoir. Parce qu'aujourd'hui, quand Biran parle de l'agriculture, il a raison. Aujourd'hui, même les pays africains, aujourd'hui, les plus développés, ils se sont basés sur l'agriculture, qui est aujourd'hui au moins qui nous permet aujourd'hui de se développer. Quand on parle de l'agriculture, nécessairement, on va parler de l'environnement, même s'il n'est pas détaillé dans son programme. Aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, l'économie verte, c'est pour vraiment aider les gens à revenir pour lutter contre l'autosuffisance. Par exemple, il y a des pays qui ont réussi ça dans le temps parce qu'ils avaient un leadership fort. Par exemple, quand tu prends l'image du Burkina Faso de Thomas Sankara, c'était quelqu'un qui a réussi vraiment l'autosuffisance dans son temps. Par rapport à la question de l'esclavage, vous savez, même dans son programme, il a énuméré les dates que la Mauritanie, par exemple la loi de 81, la loi de 2007, la loi de 2012. Mais lui, connaissant ce problème, connaissant aussi les soubassements, lui qui a subi ces percussions, donc aujourd'hui, si Biran en parlait, tout le monde va dire, oui, lui, son travail se base seulement sur l'esclavage. Oui. Il faut que les gens soient cohérents par rapport vraiment à leurs ambitions. Aujourd'hui, il n'a pas énuméré. On dirait qu'on cherche à chaque fois qu'une personne trébuche pour lui dire tu as trébuché. Mais sauf qu'il était attendu sur ce point. Non, il était entendu sur ce point. Mais tout le monde sait que tout son programme base sur donner la liberté à tout citoyen mauritanien. Aujourd'hui, c'est très fort que Biran dit je vais faire intégrer les langues nationales dans l'éducation. On ne l'a pas vu depuis 1979. Donc ça, c'est très fort. Mais on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus en priorité aujourd'hui en Mauritanie. Qu'est-ce qu'on a besoin en Mauritanie aujourd'hui? Malgré tout ce programme qu'on dit, on a besoin de quoi? On a besoin que les Mauritaniens jouissent de leurs droits. Que toi, quand tu es en Mauritanie, que tu ne te sentes pas que tu es dans un pays étranger. Aujourd'hui, quand tu es noir, on revient sur les cartes de séjour. On attrapait des Mauritaniens tout simplement, on est assimilés comme des Sénégalais. Mais si Biran dit je vais donner le droit aux Mauritaniens, ils auront droit à l'éducation, droit à la santé, droit à tout ce que bon citoyen peut se jouir. Donc aujourd'hui, moi je pense sur la santé, il y aura toujours des gens qui vont venir pour essayer de dénigrer la communication. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport au rapport de force qu'il a mis pour essayer vraiment d'influer son leadership au niveau de la Mauritanie, on peut s'allier à sa juste valeur. Et d'ailleurs, je précise juste que Biran, quand même, il a l'une des communautés sur les réseaux sociaux les plus actives. Et du coup, cette opération de vouloir occulter le point sur la santé du candidat Biram Dahbet, ça a donné totalement le contraire, vu qu'à chaque fois qu'il y avait une publication qui disait que Biram Dahbet n'avait rien proposé sur la santé, il venait systématiquement mettre les programmes de Biram Dahbet. Du coup, ça a fait l'effet inverse. Le programme de Biram Dahbet, je pense qu'il va être vu beaucoup plus. Oui, si aujourd'hui, il parle de la presse. De la presse. Quand on parle de la presse, on sait c'est un socle de la démocratie. De la liberté également. Ouais. De la liberté, de la démocratie. Ouais. Mais aujourd'hui, lui, il se focalise sur ça. Parce qu'aujourd'hui, si on a une presse libre, une presse qui peut se jouir de ses droits, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on va mettre en lumière. Peut-être par rapport aux candidats, on n'a pas vu vraiment dans leur programme comment ils vont faire pour lutter contre la corruption. Comme vous le savez, la corruption enfreint le développement et c'est généralisé en Mauritanie. Peut-être ces aspects-là, on les attendait là-bas, ils n'ont pas mis vraiment ces aspects en avant. Parce qu'aujourd'hui, pour assainir le secteur de la corruption en Mauritanie, qui fait partie des pays les plus corrompus, donc il faut vraiment être fort et avoir vraiment les moyens pour lutter contre ça. Pour la liberté aussi de la presse aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on a une presse très forte,
vraiment, il y aura beaucoup de choses qu'on va mettre en avant. Par exemple, sur le pétrole en Mauritanie, sur l'or en Mauritanie, sur les ressources naturelles. Est-ce que vous avez vu quelqu'un nous dire la Mauritanie, ces ressources-là, en termes de financement, en termes d'accord, en termes de contrat? Parce que le Mauritanien, au lieu de lui pousser sur un terrain pour qu'il réfléchisse par rapport aux ressources naturelles, on est toujours dans un débat politique où on personnalise les débats. C'est-à-dire que le fait de personnaliser les débats, on ne peut pas avoir un produit qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, vraiment, cette personne-là, on n'a rien contre ta personne. Ta personne ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que tu mets en place pour que la Mauritanie se développe. D'accord. On va passer au prochain candidat. Alors, c'est moi. Je vais juste commenter par rapport à l'esclavage. Pourquoi Birame Diabé ne s'est pas beaucoup focalisé sur l'esclavage? Parce que tout simplement, c'est une évidence. Quand vous militez pour la liberté, l'esclavage, en plus, c'était la cause de son militantisme. Et je crois qu'on a souvent reproché à Birame Diabé de trop militer justement pour l'esclavage. Mais je pense que c'est peut-être pour ça que ça a été un peu occulté dans son programme. Mais je pense qu'il gagnerait à nous dire exactement qu'est-ce qu'il va faire de cette chose-là. Parce que nous, on pense que c'est important, pas que pour lui, pour tous les Mauritaniens, cette question de l'esclavage et de toutes ces conséquences qui vont avec. Parce qu'il n'y a pas que l'esclavage des personnes qui sont en statut d'esclavage, mais il y a l'esclavage, comme le disaient également des associations comme Gambana et autres. Il y a le statut qui est assimilé. Il y a, comment dire, le fait que les personnes soient assimilées ou bien nominées d'une telle manière ou d'une telle autre. Voilà, donc il y a tout ça. Donc, quel aspect est-ce qu'il reprend l'arsenal juridique qu'il y a et l'appliquer? Parce qu'aujourd'hui, il en manque. Ou bien est-ce qu'il va faire plus? Ou bien est-ce qu'il va faire moins? On gagnerait à que cet aspect-là soit clair. C'est ça que je me disais. Peut-être se baser sur l'arsenal juridique et qui mérite à être amélioré. Mais il a fait plus. Aujourd'hui, par exemple, une femme esclave, tu le portes pour devenir député au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est des moments très forts dans la vie des nations. Tu prends une mère qui a perdu son enfant pendant les événements de 1989. Tu le portes pour qu'elle soit députée. C'est des choses qui sont là, qui sont palpables, qui sont visibles. Au-delà des discours, mais lui, c'est un homme d'action. Ça aussi, il faut que les gens mettent ça dans leur perception. D'accord. On reviendra là-dessus si on a le temps. On va passer au programme de Mohamed Ould Maouloud. Alors, Mohamed Ould Maouloud, d'abord, on lit son programme. C'est un programme très bien écrit, clair, par rapport à d'autres programmes. Donc, vraiment très clair. Donc, oui, il faut les dire quand les choses sont bien. Donc, Ould Maouloud, d'abord, je m'intéresse toujours aux politiques économiques. D'abord, sa politique économique va s'articuler autour de quelques points. D'abord, favoriser l'économie nationale, vraiment les industries naissantes, pour pouvoir... C'est vraiment une politique keynésienne, interventionniste, par rapport à la production locale. Deuxième axe concerne les logements sociaux et un dernier axe, c'est l'environnement. D'abord, pour la production nationale, Ould Maouloud souhaite en fait tout simplement encourager les industries naissantes pour soutenir la compétitivité du pays. Et donc là, c'est évidemment pour créer plus d'emplois et donc générer de la croissance pour contribuer au développement du pays et donc développer le secteur de santé, l'éducation, etc. Je vais vous donner quelques points très importants. Le pouvoir d'achat, Ould Maouloud souhaite augmenter les salaires. Il va aussi également lutter contre le chômage en mettant en place des politiques en faveur des PME, mettre en place un système d'allocation. Et là, c'est vraiment un point, c'est une politique sociale très... là, il se distingue des autres. Donc, il faudra mettre en place une politique sociale qui consiste à verser des allocations aux handicapés, aux personnes âgées, aux femmes, etc. On va en parler tout de suite. Pour les logements sociaux, c'est vraiment un axe très important de sa politique socio-économique. Il faudra, comme Razouani, là il y a un point commun entre les deux, pour construire beaucoup plus des logements sociaux destinés aux ménages les plus démunis. Troisième axe très important, c'est toujours sur l'environnement. Ould Maouloud, comme vous l'aurez compris, souvent, je vais vous dire une chose, souvent quand vous mettez une politique interventionnelle, souvent vous vous souciez de l'environnement. Et quand vous êtes très néoclassique libéral comme Razouani par exemple, vous êtes climato-sceptique. Donc, c'est pour ça que Razouani n'a posé aucune question, aucune politique climatique dans son programme.
Et là, c'est vraiment le contraire du Mouloud, d'un point de vue politique et économique. Donc, il faudra mettre en place une charte, si vous voulez, nationale pour protéger l'environnement. Donc, il va faire de ce sujet-là vraiment une cause nationale. Et là où le Mouloud se distingue des autres. Mais la question que j'ai envie de lui poser, c'est vraiment un programme socio-économique très ambitieux. Comment il va faire? Là, on a l'impression qu'il y a trop de dépenses. L'État va vraiment mettre en place une politique budgétaire. Donc, c'est quoi une politique budgétaire? C'est lorsque vous agissez sur les dépenses ou les recettes. Donc là, lui, il va trop dépenser. Mais comment il va faire économiquement? Donc, en économie, quand vous faites de l'économie, vous devez être rationnel. Vous dépensez trop, mais après, il faut chercher de l'argent. Est-ce qu'il va taxer davantage? Concrètement, c'est très compliqué. À mon avis, l'État va s'endetter sûrement. Alors, la dette est déjà très élevée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faudra bien qu'il nous explique en détail la mise en place de ces politiques ambitieuses. Seydou, on vous écoute. Alors, le programme de Mohamed Ould Mouloud, un programme très ambitieux, comme le dit Nada, mais en lisant son programme, on a l'impression que Mohamed Ould Mouloud, en tout cas ceux qui ont écrit son programme et son parti en général, en tout cas les personnes qui le soutiennent, c'est que, comment dire, depuis 2007, il ne s'est pas grand-chose passé en Mauritanie, ou en tout cas, il faut reprendre la Mauritanie depuis 2007. C'est un peu contradictoire vis-à-vis du temps, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et justement, il proposerait même à un moment donné de faire un référendum constitutionnel pour, en gros, enlever tout ce qui a été fait. Et moi, je suppose, mais je pense que ça va être changé, remettre le drapeau, remettre l'hymne national qui était là, remettre le Sénat. Je pense que c'est ça. En tout cas, il propose un référendum constitutionnel, voilà, pour, ils disent, revenir sur les mesures voilà, qui ont été faites durant ces 10 dernières années, voilà, pour que je pense que pour eux, voilà, ça qui ont conduit la Mauritanie à une déperdition. Mais voilà, une politique qu'on peut dire ambitieuse sur l'unité nationale, c'est une question vraiment sur laquelle ils insistent au sein de leur parti, à l'UFP, et je pense que ça est visible aussi dans le programme, à savoir, eux, ils parlent d'intégration nationale. Donc, il faut que pour eux, il faut que toutes les, comment dire, les langues, les cultures en présence en Mauritanie soient représentées. D'ailleurs, Mohamed Moudi lui-même, il le disait, il faut que l'État mauritanien puisse parler aux Mauritaniens dans la langue qu'ils peuvent parler et non pas dans une autre langue qui peut leur être étrangère, qu'ils ne pourraient pas comprendre. Ils disent également dans le cadre de la cohésion nationale, ils parlent de réécriture du récit national. Bon, en Mauritanie, on ne sait pas s'il y a un récit national ou s'il existe, est-ce que tout le monde le connaît? Mais bon, c'est bien en tout cas d'écrire un récit national pour que nous ayons enfin un récit commun sur lequel tout le monde puisse se reconnaître et mettre en place un comité d'enquête sur l'esclavage pour régler ce point de façon définitive. Voilà, ils veulent mettre une commission d'enquête qui va enquêter et ensuite trouver des solutions par rapport à la question de l'esclavage. Ils veulent mettre également une zone d'investissement prioritaire. Donc, en fonction de cette enquête, en fonction voilà, des recherches qui seront mises en place, mettre des zones d'investissement prioritaires pour favoriser, je pense, le développement de ces coins de Mauritanie qui n'ont pas forcément accès à un développement. Point important également pour la diaspora, mettre en place un secrétariat d'État pour la diaspora qui sera lié au ministère des Affaires étrangères. Donc voilà, un point permanent pour que la diaspora puisse jouir de tous ses droits, j'allais dire, mais également la double nationalité. Il insiste pour eux, voilà, on doit faciliter la double nationalité aux Mauritaniens qui en ont le besoin. Voilà, pour qu'ils puissent acquérir d'autres nationalités sans pour autant passer forcément par l'aval du président, comme c'est le cas actuellement. Il insiste également sur la transparence financière. Je pense que c'est important et il est en droit de le dire, vu que c'est le seul candidat, Mohamed Ould Mouloud, à ce jour à avoir déclaré son patrimoine. Et je vais finir par un plan universitaire pour 2030. Je pense que c'est important. Voilà, gouverner aussi, c'est prévoir. Donc c'est prévoir ce qui va arriver. Tout comme les logements sociaux. Je pense que c'est un programme assez ambitieux. Reste à savoir comment le financer. Je n'ai pas vu trop, je n'ai pas vu beaucoup de chiffres, mais voilà, c'est un programme agréable qui va faire rêver certains. Après, il reste à savoir est-ce que le candidat arrivera au pouvoir. C'est une autre question dont je n'ai pas la réponse. Mahmoud, c'est à vous. Bon, je pense pour Ould Mouloud, quoi qu'on puisse dire, c'est une personne qui est constante.
je veux dire par rapport à son parcours. On connaît leur parcours politique qui permet aujourd'hui de dire quand même ils connaissent le problème de la Mauritanie. Quand je parle d'île, c'est l'ensemble des gens qui sont dans son parti. Il faut pas occulter qu'il y a le RFD qui est avec Ould Mawloud, c'est une coalition, donc qui sont des socialistes. Donc je peux dire forcément, quand on parle du social, ils seront beaucoup en vie par rapport à d'autres. Et il faut comprendre aussi une chose par rapport, vous avez reproché en disant que Ould Mawloud, en disant en Mauritanie, il a commencé depuis 2007. Mais 2007, c'était l'espoir. Vous savez, 2007, avec l'avènement de Sidi Cheikh Abdallah. Si je peux me permettre, d'ailleurs, beaucoup de choses qu'il propose sont calquées sur l'avènement de Sidi Cheikh Abdallah. Oui, l'avènement de Sidi Cheikh Abdallah, parce qu'ils étaient très impliqués aussi. Ouais. Il faut comprendre, ils étaient très impliqués. Il y avait des ministres. Oui, c'est pourquoi je dis qu'ils étaient très impliqués. Mais par rapport au courage que leur parti a pour essayer de régler la question nationale, ce qui est important que les Mauritaniens, qu'on le veuille ou non, on se regarde à des chiens de faïence. Il y a des priorités pour certains partis, il y a d'autres priorités pour d'autres partis. C'est-à-dire que quand on est dans ce pacte, on ne peut pas réaliser quelque chose dans un pays où vraiment les citoyens ne se sentent pas citoyens, mais ils se sentent communautaristes. Chacun s'identifie par rapport à une communauté. Donc si lui, il veut vraiment faire ce pacte par rapport à sa vision pour que le Mauritanien, là où tu es dans le monde, tu te sens mauritanien, donc c'est vraiment un programme ambitieux. Et aussi, son programme, dans la forme, quand tu vois, tu as envie de lire. Parce que c'est détaillé, c'est imagé, c'est comme tu es dans un film. Parce que quand tu parles, tu vois les images. Ça fait rêver. Ça fait rêver, même si aussi, à chaque fois, je ne vois pas vraiment l'amélioration ou bien donner vraiment une vision par rapport aux investisseurs, c'est-à-dire le secteur privé. Donc, quels sont vraiment les moyens qu'ils vont mettre en place pour essayer vraiment... Parce que, vous savez, l'État ne peut pas générer l'emploi. C'est le secteur privé. Pour le faire, il faut qu'on facilite les entreprises en Mauritanie, donner l'argent à ces entreprises-là pour que ces entreprises puissent vraiment éponger vraiment le chômage qu'on voit à 25 ou bien à 35%. Donc tout ça, ils doivent vraiment essayer de le mettre dans leur pacte. Et Ould Mawloud, pour comprendre, quand il parle de l'université d'ici Vision 2030, c'est normal, c'était un professeur. Il fait partie quand même des personnes qui ont mis en place beaucoup de cadres ici. Donc, c'est un parti quand même qui est visionnaire, qui a de l'ambition, mais on ne les voit pas bouger trop, mais on sent quand même c'est des gens qui veulent faire quelque chose dans leur pays, qui veulent que la Mauritanie se développe et avance. C'est pour cela, depuis longtemps, ils sont là. C'est un parti quand même qui a un passé et structuré, malgré tout ce qu'on peut dire. Quand on parle de constance aujourd'hui en Mauritanie, on ne peut pas enlever le parti IFP. D'accord. Alors, on va passer au programme de Kanamidou Baba. Nada, c'est à vous. Alors, Kanamidou Baba, alors j'ai retenu quelques points en termes de ses politiques économiques. Alors, je vais vous citer quelques points, 3 à peu près. Donc, il envisage mettre en place une véritable politique agricole, comme Razouani et les autres. Mais là, il y a un point très important parce que lui, le but, c'est vraiment l'autosuffisance alimentaire pour les Mauritaniens. Et pour lui, si on mettra en place une politique locale agricole, là, on pourra créer évidemment de l'emploi. Donc, c'est tout. Il voudra mettre en place une politique interventionniste, donc pour garantir l'autosuffisance en Mauritanie, alimentaire. Deuxième politique, c'est toujours par rapport à l'industrie. Il voudra mettre en place une véritable politique industrielle et donc créer des unités de production dans différents secteurs, secteur tertiaire, si vous voulez, industriel, primaire, etc. Mais en fait, c'est pas très clair. Il n'était pas comment il va mettre en place cette politique de création d'emplois. On n'en sent pas grand-chose, mais on comprend quand même que c'est une politique interventionniste dans la vision keynésienne, si vous voulez. Dernier point très important pour lui, et là il rejoint Ould Boubacar et Ould Mawloud sur l'environnement.
Et là, il veut vraiment créer une charte de l'environnement national. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Il va aussi mettre en place un système de trait de déchets, donc pour préserver l'environnement. Et donc, c'est un point très positif pour les défenseurs de l'environnement. Je vous rappelle que récemment, le GIEC, le groupe intergouvernemental de l'évolution sur le climat, nous alerte beaucoup sur les conséquences très négatives, tout ce qui se passera en Afrique lié donc aux activités de l'homme, même si les pays sous-développés ne sont pas les gros pollueurs, donc les premiers responsables oui. des réchauffements climatiques. Mais reste à savoir, est-ce que sa politique budgétaire suffira pour mettre en place ce programme? Donc, on lui laisse... Une interrogation. On verra dans quelques... Seydou. Alors, Kanamidou Baba, le programme du candidat de la coalition Vivre Ensemble en 15 pages également. Un peu comme le candidat Biram Daabid, un programme sans photographie, pas beaucoup d'illustrations ou pas du tout. Donc, on gagnerait en tout cas on gagnerait à avoir des éléments pour une agréable lecture. Ça fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est un programme ambitieux, notamment sur la question de l'unité nationale. Le programme nous dit que voilà, il faut... Le programme nous dit qu'il faudra y aller sur l'intégration et puis construire un véritable sentiment d'appartenance nationale. D'où pour eux l'utilité de mettre des assises nationales dans les 100 jours suivant leur élection si jamais ils arrivent au pouvoir. Donc ces assises nationales serviront à régler deux choses essentielles pour eux. D'une part, la question de l'unité nationale et d'autre part la question de l'esclavage. Donc pour rendre justice donc, aux ayants droit aux événements de 1989 et donc sur l'esclavage. Le programme également nous dit que voilà qu'il est question d'officialiser toutes les langues de la Mauritanie. Ils vont encore un peu plus loin en disant que le personnel de la justice, comme les juges et autres, doivent au moins parler deux langues nationales. Je pense que c'est important quand on rend justice de parler la langue que les gens parlent. Ould Mouloud le disait, mais on regrette un peu quand même qu'il n'a pas pu y avoir une alliance entre finalement Mohamed Ould Mouloud et la coalition Vivre Ensemble, parce que les programmes sont quasi similaires. Il y a beaucoup de points de similitude sur l'unité nationale, sur les langues, sur un autre point également qui revient dans le programme d'Ahmed Boubacar, c'est repartir sur ces colonies de vacances pour que tous les jeunes, pour qu'il puisse y avoir un brassage entre jeunes Mauritaniens issus de différentes communautés. Là, le programme de la coalition Vivre Ensemble, donc porté par Kanamidou Baba, nous dit également vouloir supprimer tout simplement le Conseil économique et social et créer un conseil des collectivités locales. Je pense que voilà, c'est une vision. Et également, il voudrait mettre sur la table 2 millions de guillas, je me trompe, il ne faut pas se tromper d'échelle, pour la formation des jeunes et des femmes. Je pense que voilà, ça va parler à certains électorats, c'est très important. Et chose importante, il voudrait multiplier dans les 10 ans par 2 le salaire minimum des Mauritaniens. Donc, je pense que voilà, c'est un programme très ambitieux, très important, qui rejoint sur beaucoup de points le programme de Mohamed Ould Mouloud. Voilà, si jamais il y a un deuxième tour, je pense qu'ils peuvent s'allier. Et même s'il n'y avait pas de deuxième tour, ils auraient pu s'allier. Et je reviens également sur la charte du climat qui est très important. Je pense que voilà, aujourd'hui en Mauritanie, il est important aussi que les gens s'attellent sur cette question environnementale. Je vais finir par un point du programme, à savoir la défense de la Palestine ayant comme capitale Al-Quds. Donc c'est dit dans leur programme. C'est dit également dans le programme de Mohamed Ould Boubacar. Voilà, pas forcément dans les autres. Voilà, je pense que voilà, c'est une ambition. Ils savent que les Mauritaniens les attendent également sur ce genre de questions. Et je pense qu'ils vont chercher là où les Mauritaniens sont. D'accord. Mahmoud. Moi, je pense pour Kanamidou Baba, connaissant son parcours politique, il faut connaître la personne qui a quand même occupé des fonctions, étant vice-président de l'Assemblée nationale, étant dans l'opposition plus de 20 ans. Donc, quand on se rappelle des Air Nouvelles, et aussi voir les gens qui focusent autour de Coalition Vivre Ensemble. Ces gens-là, ils ne sont pas négligeables. Quand tu parles de la personne de Samba Thiam, qui a parlé sur la question d'unité nationale, Ibrahim Sarr, sur la question d'unité nationale. Donc,
c'est la frange de la population qui ont subi de plein foudre l'injustice en Mauritanie. C'est normal que leur vision pour la Mauritanie soit que le Mauritanien aujourd'hui puisse revendiquer sa mauritanité en n'importe quel moment ou bien quelle que soit sa couleur. C'est-à-dire que eux, leur pacte, c'est pas seulement quand on vient au pouvoir, on va dire qu'il y a certains qui ont fait ceci, mais situer les responsabilités. Situer les responsabilités, si on se rappelle la loi d'abrogation de 1993, sur la loi d'amnistie de 1993 où Moïa a pardonné des gens qui ont fait tort à une communauté, c'est en ce moment, il était à l'Assemblée nationale. On a vu la manifestation, c'est lui qu'on a donné la lettre pour remettre ça à ses collègues députés pour essayer de dire que la question nationale, c'est une question vitale. Donc, parlant aussi de l'éducation, vous savez, le développement d'un pays passera nécessairement par l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on a perdu tous ces repères? Parce qu'aujourd'hui, les Mauritaniens ne se parlent pas. Il n'y a pas, l'absence de communication génère des préjugés. Et ces préjugés, quand tu grandis par rapport à nos communautés, quand tu vois l'autre, tu le considères comme ton ennemi. Donc ça, on peut l'évincer que si on passe par l'éducation, qui est le socle du développement. Il a parlé aussi d'une question qui est très, très importante aujourd'hui en Mauritanie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre en valeur nos langues nationales. Si on met en valeur nos langues nationales, et l'expérience nous a donné raison par rapport à l'UNESCO. Aujourd'hui, on ne peut pas remettre ça en cause. Quand on parle au niveau international, on dit l'exemple de la Mauritanie. Faire revenir l'institution des langues. Au niveau de l'université de Nouakchott, on voit des gens qui ont fait leur thèse en poulard, qui ont fait leur thèse dans d'autres langues. Quand je parle des questions nationales ou bien des langues nationales, ce n'est pas une langue au détriment de l'autre. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le candidat de la coalition Vivre Ensemble, et en l'occurrence Dr Khan Baba, on a vu comment les gens vraiment le suivent par rapport à sa vision. Mais aussi, il faut comprendre, c'est quelqu'un qui connaît bien l'économie. S'il dit qu'il le base par rapport à l'agriculture, c'est quelqu'un qui a des appréhensions. Au niveau international, c'est un consultant international qui a vraiment partout des consultations pendant plus de 50 pays d'Afrique. Donc, qui était dans la seuil de pauvreté, et aussi il a pu vraiment mettre son expertise en avant pour que la Mauritanie se développe. Donc, il faut que les gens essayent de l'attendre par rapport vraiment à la concrétisation vraiment de ce programme. Merci Mamoud. On va passer au dernier candidat, Mohamed Lemine El Ouavi, Nada. Pour Mohamed El Ouavi, il y a un vrai problème parce qu'on avait du mal à trouver son programme. Donc, c'est vraiment une erreur de communication de sa part. Donc, j'ai pu trouver quelques éléments de son programme. Alors, lui, il propose comme Amidou, une vraie politique locale agricole. Donc, pour lui, le problème des Mauritaniens aujourd'hui, c'est vraiment le chômage. D'après ces interviews, il vous dit non, mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on développe une vraie agriculture locale pour pouvoir créer de l'emploi et donc résorber ce problème du chômage, qui est la première préoccupation des Mauritaniens, notamment les jeunes, parce qu'il est jeune, il est âgé de 40 ans, donc il se préoccupe plutôt des jeunes. Donc, pour lui, donc, il faut vraiment adopter le marché du travail aux main-d'œuvre mauritaniennes, sachant que la plupart des Mauritaniens ne sont pas diplômés. Donc pour lui, il faut vraiment investir dans ce secteur agricole pour pouvoir créer de l'emploi. Il y a un deuxième point pour rejoindre vos discussions sur les langues nationales. Lui, il propose d'enseigner vraiment toutes les langues nationales à l'école. C'est vraiment une mesure phare de sa part pour renforcer l'unité nationale en Mauritanie. Il voudrait aussi également lutter contre le tribalisme. C'est toujours dans le but de renforcer l'unité. Donc, je trouve que c'est un point très positif. Mais ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est vraiment son programme. On n'avait pas son programme économique en détail pour qu'on puisse avoir une vision globale de sa politique socio-économique. Merci Nada. Alors, Mohamed Lemine El Ouavi, donc c'est le plus jeune des candidats dans cette élection présidentielle. Khan Hamidou Baba disait qu'il dédiait sa candidature à la jeunesse, donc il fait partie de ces jeunes candidats. Il dit, voilà, il axe sa candidature réellement sur la jeunesse, notamment sur la gratuité de l'enseignement, et il dit également vouloir instaurer un uniforme pour les écoliers. Sur ce point, il rejoint Razouani également, qui le dit dans son programme.
madame, vouloir mettre en place un uniforme scolaire pour quelqu'un qu'on décrit économiquement comme, comment dire, comme un classique. Oui, il a fait de la finance islamique. Oui. Ouais, oui, donc c'est un peu bizarre, disons. Donc il évoque également la santé et l'économie comme étant ses priorités. Donc l'histoire pour lui en tout cas, c'est de donner l'opportunité aux jeunes de travailler, de trouver leur emploi, de créer leur propre emploi. Et puis voilà, donc je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Il est jeune. Surtout, il faut bien créer des emplois peu qualifiés parce que la plupart des Mauritaniens ne sont pas diplômés. Ça, c'est vraiment son point le plus important. Oui. Donc, je pense que c'est un peu dans l'air du temps pour que tout le monde puisse avoir accès à son travail, avoir un travail ou sinon le créer. Donc, je pense que voilà, il a peut-être un esprit un peu start-up. Peut-être c'est son côté jeune, qui le fait. Il s'est pas beaucoup épanché sur l'unité nationale. Il a parlé des langues. Oui, il a parlé des langues. Je pense que c'est assez courageux, voilà, de vouloir officialiser et enseigner toutes les langues. Mais l'unité nationale en tant que telle, on l'a pas beaucoup entendu là-dessus. J'espère que c'est bien mentionné dans son programme, pour qu'on puisse l'avoir. Mais je pense quand même qu'il faudra regarder un peu de plus près ce jeune candidat. Je ne pense pas qu'il soit là juste pour faire de la figuration, parce qu'il a pu quand même réunir les signatures nécessaires pour pouvoir se présenter. Il sillonne les pays et quand il est dans le fond du pays, il parle aux gens dans une langue qu'ils comprennent, à savoir, je veux essayer de trouver des moyens de vous apporter de l'eau, de l'électricité. Et je pense que voilà, ça va parler aux Mauritaniens qui sont dans le fin fond du pays. Mamoudou. Oulouavi, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui est venu, mais aussi c'est quelqu'un qui a de l'ambition. On peut dire que quand même, pendant ces élections qui vont se passer le 22, il ne sera pas président. Est-ce qu'il va avoir 5%? Oui, il ne sera pas président. Mais quand même, il a un projet de société. Le projet de société, lui dire aujourd'hui, continuer vraiment à mûrir ce projet, continuer à être dans le cœur des Mauritaniens. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire quelque chose. Parce que, quel que soit ce qu'on dit, il y a des gens, ils ont déjà voté dans leur esprit. Ils ne regardent même pas le programme. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre en lumière ce que vous voulez faire pour la Mauritanie. Comme on le dit, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc, tous ces programmes-là, si ça ne se reflète pas dans la réalité, c'est quand même quelque chose qu'on doit vraiment dire aux gens avant de voter. Vous votez pour un projet de société, vous votez pour un pays, vous votez pour un développement, vous votez pour un avenir meilleur. Donc, il ne faut pas seulement se lancer pour voter. Oulouavi, comme Seydou a bien dit, c'est courageux quand même de mettre en avant les langues nationales. Donc, aujourd'hui, cette question-là, si tout le monde l'ancre dans l'esprit des Mauritaniens, vraiment, on va aboutir à l'unité nationale. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Je pense que beaucoup de Mauritaniens se posent cette question. En lisant tous les programmes, on voit qu'il y a beaucoup de mesures, création de logements sociaux, création d'allocations, lutte contre la pauvreté, lutte contre le chômage. Razouani, par exemple, la semaine dernière, a dit qu'il allait créer une agence qui disposera de 200 milliards d'ouguiya pour lutter contre la pauvreté, les problèmes de santé, etc. La question que je me pose, comment seront financées ces mesures? Est-ce que vous n'êtes pas choqués de voir des candidats qui proposent tout et n'importe quoi et ils ne nous disent pas comment financer ces mesures? Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, premièrement, vous savez, en Mauritanie, il est très difficile d'avoir des données statistiques. On ne peut pas reprocher au candidat de ne pas préciser quel montant ça a attribué à la politique budgétaire, à la politique monétaire, à la politique de consommation. Donc, on ne sait pas. Puisque tout simplement, les données statistiques sont difficiles à obtenir. Mais qu'on ait au moins une petite explication, qu'on nous dise telle enveloppe, tel montant sera affecté à tel domaine. Mais on n'a aucun dans les programmes, je ne sais pas si vous regardez. Parce que dans le vous ne pouvez pas prendre des chiffres comme ça. Il vous faut des statistiques pour mettre en place une politique de prévision. C'est très compliqué. Donc, ça revient à ce que je pensais. Ça veut dire que n'importe quel candidat peut proposer ce qu'il veut. Oui, tout simplement. Deuxième explication. Ils sont cohérents par rapport à leur proposition. Ils se basent par rapport aux ressources naturelles que la Mauritanie a. Quel que soit Alpha, c'est la base de dire qu'aujourd'hui, les pays qui se sont développés, ils se sont développés à partir de leurs ressources. Mais ce qu'ils doivent mettre en avant, c'est-à-dire qu'essayer de mettre en avant le capital humain. Par exemple, Coalition Vivre Ensemble a parlé des formations. Aujourd'hui, on sait que la formation professionnelle, c'est l'une des voies qui aspire pour le développement. Mais aujourd'hui, regarde, pour dire aux gens, on n'a pas besoin de s'insulter. Le jeune Mauritanien, que tu sois diplômé ou pas, il y a deux choses.
Soit tu es réparateur de téléphone, soit tu es un agent de sécurité. Ça ne veut pas sans dire que ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, par rapport à ton background, on doit mettre les moyens qui te permettent aujourd'hui de vivre de ce que tu as gagné. Au lieu d'aider tes parents, mais tu deviens un chômeur honnête. Ça aussi. Alors, en ce qui concerne une conclusion en ce qui concerne les programmes, moi je dis heureusement ou malheureusement que les Mauritaniens ne lisent pas les programmes. Parce que bon, nous on est là pour décortiquer, pour dire ce qu'il y a dedans. Mais voilà, s'ils lisent ce qu'il y a dedans, ils seraient choqués pour certains, ils seraient contents pour pas d'autres. Mais bon, on sait que la croissance ne nourrit pas. Voilà, pourtant, la croissance ne nourrit. Voilà, donc, mais il y a l'urgence d'abord qui est là. Donc je reviens à ce que je disais. Heureusement ou malheureusement que les Mauritaniens, beaucoup de Mauritaniens ne vont pas lire ces programmes. C'est sur ce point que nous allons terminer cette émission. Madame, Monsieur, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous avons tenté d'expliquer, décortiquer les programmes des différents candidats. À vous de vous faire une idée. RMI Info, nous sommes libres, indépendants. On a essayé de faire de notre mieux. Nous vous retrouverons prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Salam alaikum. Au revoir.